Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon Horizon. Alors aujourd'hui, nous accueillons Clarisse qui nous vient tout droit de Guyane. Elle est aussi une personnalité politique caligna et également artiste dans les Beaux-Arts à Paris. Alors bonjour Clarisse. Coucou, bonjour. Je suis ravie de te retrouver ici Moi avec aussi, je suis moi. très contente. On va avoir une discussion très intéressante, je pense, il y a beaucoup de choses à dire. Ouais, Alors déjà, pour commencer, parle-moi un petit peu de tes origines. Tout le monde connaît la Guyane, mais pas forcément le peuple caligna. c'est vrai, c'est exactement vrai. Écoute, déjà, je m'appelle Clarisse Taolé Walid da Silva. Donc, j'ai 3 prénoms et noms différents. Taolé Walid, c'est mon nom Kalinia. C'est ma grand-mère qui me l'a donné. J'ai un deuxième prénom que j'utilise moins, mais qui est Maëloum. Ça, c'est mon grand-père qui me l'a donné. Ok. Et da Silva, c'est mon nom de famille brésilien. Donc en fait, je suis née en Guyane, mais ma mère est caligna, elle est issue de la nation caligna et mon père est brésilien. Et ils se sont rencontrés en Guyane et je suis née en Guyane, j'ai vécu en Guyane. Je viens de la commune de l'Ouest, qui est Saint-Laurent-du-Maroni. C'est une ville avec tellement de population, tellement de communautés, tellement de cultures et je viens du village, Pagalawali qu'on appelle aussi Padok. C'est un petit village, calignan où il y a toute ma famille et voilà, la Guyane, c'est un tout petit territoire en Amérique du Sud, à la frontière avec le Suriname et le Brésil. Donc on baigne aussi dans énormément de mixité culturelle et ça, les gens le voient pas forcément de l'extérieur. Il y a beaucoup de stéréotypes sur le territoire, mais en vrai, toute cette particularité un peu culturelle, c'est vrai qu'on le vit énormément en Guyane. Je trouve un peu plus que les autres territoires voisins. Je trouve, parce qu'on est en tout le temps en perpétuelle rencontre de plein de personnes, il y a beaucoup de migration en fait dans ce petit territoire, c'est un peu un carrefour, migratoire que je trouve assez beau et donc voilà, c'est aussi, je pense l'un des seuls côtés de la Guyane où on peut parler, plusieurs langues dans la même phrase. Ça, c'est toujours un truc qui m'a fascinée et donc voilà et puis quand on va venir en Guyane, on va vraiment voir différents blocs du territoire. On a l'ouest guyanais, bah, là où je viens. On a aussi le Haut-Maroni qui est tout l'ensemble du fleuve, qu'on va aussi, nommer l'intérieur de la Guyane. Puis ensuite, on va avoir le littoral, donc à partir de Kourou jusqu'à Matoury. On va avoir après, l'est à partir de Saint-Georges. Après, on va aller dans le Haut-Oyapock. Bon bref, énormément de choses et la Guyane, elle est aussi, je reprends. La Guyane est aussi composée d'énormément, de communautés. Donc on a une communauté créole. On a les peuples Bushnengue qui sont les peuples noirs marrons qui ont fui l'esclavage du Suriname et qui se sont réfugiés sur le fleuve Maroni. Et on a les 6 nations autochtones de Guyane dont je fais partie. Donc on a les Kalinia, on a les Téko et les Wayampi sur le Haut-Oyapock et on a les Wayana sur le Haut-Maroni et ensuite on a les, Lokono, Arawak et les Païkweneh. Donc on est 10 000 à peu près. Mais bon, en France, on n'a pas droit aux statistiques ethniques. Donc en fait, on ne saura jamais véritablement Combien combien on vous est. êtes? D'accord. On OK. ne sait jamais, mais en tout cas, voilà et on a tous nos langues et tous, nos cultures et qu'on a du mal encore à un petit peu garder, mais on essaye de faire en sorte que les langues, en tout cas, puissent, perdurer, même s'il y a des difficultés au quotidien. Mais en tout cas, voilà, c'est une Guyane, très Une différente de belle ce qu'on voit, ouais. mosaïque. Ouais, Mmh. exactement, Et donc oui, ce n'est pas du tout ce qu'on peut s'imaginer de l'extérieur, exact. quand on voit, il y a un peu cet imaginaire, de c'est même pas une île en fait, c'est un territoire, on C'est va un dire, territoire, ouais. d'outre-mer et donc est-ce que tu as, comment dire? Un peu des clichés qui te reviennent souvent en étant ici, quand tu dis que tu viens de Guyane? Oui, on me parle souvent du trafic de drogue, OK. beaucoup. Quand je dis que je viens de Guyane, on me dit forcément, il y a forcément le mot drogue qui rentre dans la conversation. En plus, je viens de Saint-Laurent-du-Maroni qui est un peu un mini carrefour, puisqu'il y a énormément de contrôles du coup au niveau de la frontière pour empêcher le trafic de drogue. Mmh. Donc je trouve ça un peu dommage parce que c'est aussi un stéréotype qui est généré et qui est amplifié dans les médias français.
Mais on me parle souvent de drogue ou sinon on va me parler, tout de suite de l'or, du trafic d'or, qui est un sujet que je dénonce évidemment comme le trafic de drogue. Mais je trouve ça dommage que directement on me voit comme une Guyanaise qui a forcément des contacts dans tel ou tel domaine, ça a toujours été quelque chose de très, très, très présent et souvent il y a sur des tons un peu plus chill, on va dire, il y a beaucoup de serpents, il y a beaucoup d'araignées, il y a beaucoup de choses qui Mmh. vont pas, Mmh. on vit tous dans la forêt, on va tous à l'école en pirogue, qui est aussi une réalité pour certaines personnes de mon territoire, mais tout le monde pense qu'en fait, il faut de l'aide humanitaire en Guyane. Mmh. Or, pas du C'est pas le tout cas. et on voit en tout cas de ce que moi je ressens quand on m'en parle, c'est surtout il y a la Guyane, elle se développe pas. Tu vois? C'est un pays sous-développé pour les personnes, Mmh. ce qui n'est absolument pas le cas. Enfin, en tout cas, moi je trouve il y a beaucoup de soucis sur mon territoire, mais on n'a pas besoin d'aide humanitaire. On Mmh. n'est pas un pays, en besoin et voilà, c'est un peu les stéréotypes qui sortent un peu et puis surtout, les gens quand je leur dis que je suis guyanaise, ils me disent: «Mais tu es guyanaise, mais tu pas noire?» Je dis: «Oui, moi, je suis issue des populations autochtones, je Mmh. suis peuple autochtone, et en Guyane, il y a des autochtones» et c'est un peu ça que j'ai parfois Mmh. Oui, que tu à la renvoies, face ouais. et moi, parfois, on me prend pour, soit on me prend pour une Tahitienne, soit on me prend pour une Malgache, soit on me prend pour Mmh. autre chose, une Mmh. Indonésienne, tout ce que tu veux, mais jamais pour une Guyanaise parce que les gens ne savent pas que la Guyane est en Amazonie et qu'il y a des peuples autochtones en Guyane, quoi. C'est un peu ça que j'ai. Et justement, là, c'est un petit peu, bah, le cliché qu'on peut avoir. Au contraire, qu'est-ce que toi, tu voudrais qu'on voit et qu'on sache de la Guyane, en plus de ce que tu as déjà dit, au début du podcast? Bah, déjà, j'aimerais qu'on connaisse son histoire à la Guyane, tout simplement. Aujourd'hui, que ce soit au niveau, de l'Hexagone ou que ce soit même au niveau des autres territoires ultramarins, il y a une chose qu'on ne voit pas au-delà des images et au-delà des reportages, c'est on ne connaît pas véritablement l'histoire des territoires ultramarins et notamment la Guyane et à partir du moment où on fait l'enseignement d'une histoire qui est commune aussi à la France hexagonale et du coup, là, c'est un petit pic à toute l'éducation nationale. À partir du moment où on transmet, on n'a plus de stéréotypes. On n'a plus Mmh. forcément d'idées un peu erronées sur les territoires et quel que soit le territoire. Et moi, la Guyane, ce que j'aimerais qu'on retienne de ce territoire, c'est surtout toute son histoire qui est très enrichissante, que ça passe de l'envahissement des colons, parce qu'on va pas parler d'une découverte, mais qu'on va parler de la colonisation qui vient ensuite et puis de tout le système esclavagiste qui s'est mis en place, et même des personnalités politiques ensuite qui ont émergé et là, je pense forcément à Christiane Taubira et puis aux autres députés et aux autres poètes, écrivains et cetera. Moi, c'est véritablement quelque chose que je veux que l'on retienne aussi de ce territoire, de ces territoires en général, c'est qu'il y a une histoire qui est extrêmement riche et qui est extrêmement importante. Et forcément, quand on vient en Guyane, c'est là qu'on découvre qu'il y a eu un bagne, par exemple. C'est là qu'on découvre qu'il y a d'autres communautés, qu'il y a d'autres cultures. Mais en fait, ce sont des choses qu'on aurait dû déjà savoir en amont. Parce que c'est pas parfois les gens viennent en Guyane pour, et je vois un peu des vidéos sur YouTube de plein d'autres youtubeurs qui viennent forcément pour sa forêt et pour un peu découvrir, la vie en pleine immersion en forêt amazonienne ou la jungle comme il le dit sur les gros titres. Hem, mais il y a beaucoup plus que ça et moi aussi j'aimerais aussi qu'on voit tout le côté paradoxal des politiques aussi et moi je parle beaucoup politique parce que je suis une personnalité Mmh. politique et je suis quelqu'un de très engagé, Mmh. mais au-delà de cet aspect-là, c'est tout aussi cette richesse un peu artistique et culturelle que j'aimerais aussi que l'on retienne. C'est toute cette richesse culturelle, que ce soit issu des peuples bushinengués ou que ce soit issu des peuples autochtones ou même de la population créole. Il y a énormément de choses, en fait, qui sont extrêmement belles et qui sont pour moi, pas assez, valorisées. Moi, j'aimerais bien que Mmh. ce soit un jour, qu'on se rende compte de tout ça. De toute la richesse qu'il y a Ouais. derrière chaque peuple. C'est ça, exactement. Et vous parlez justement du peuple Kalinia, toi. Bah, pour les personnes qui ne connaîtraient pas, qui ne sauraient pas, quel est ce peuple, comment est-ce que tu pourrais en parler? Le présenter? Alors mon peuple, le peuple Kalinia, qui est le mien,
C'est un peuple qui est, selon les légendes et selon les mythes, en tout cas selon ce qu'on nous apprend, depuis qu'on est petit, c'est que c'est un peuple de grands navigateurs. Il y a un petit flou sur les liens entre les Taïnos et les Kalinyago, qui n'est pour moi pas assez exploité et que j'aimerais bien qu'un jour on exploite en tant qu'historien, et anthropologue, Calignac, j'espère qu'ils vont émerger bientôt. Ça, c'est un peu mon rêve. Mmh. Mais le peuple Caligna, c'est un peuple qui est très, très grand, qui est navigateur, qui est un peuple de forêt, mais aussi de mer et qui s'étend actuellement du nord du Brésil jusqu'au sud du Venezuela. Donc c'est un très grand peuple. Mmh. On a gardé notre langue, Caligna, qu'on en arrive à parler entre les différentes communautés des 3 Guyanes, des 4 Guyanes plutôt. Et c'est un peuple qui a aussi sa propre. Moi, je travaille dans mon travail artistique, je travaille beaucoup sur les symboles Caligna, sur le tatouage. J'ai appris ça il y a plusieurs années maintenant. Du coup, j'apprends les symboles Caligna. J'apprends à leur représentation, j'apprends aussi leur forme, et cetera. Et quand j'ai appris à dessiner véritablement sur les corps, j'ai vu et en faisant mes recherches aussi par rapport à plein d'autres écrits et de recherches qui ont été établis, j'ai vu que la forme géométrique des Caligna est l'une des seules qui existent comme ça, qui ne ressemble à aucun autre symbole autochtone autour. Et quand j'ai cherché un peu sur les symboles qu'il y a sur les objets, des Taínos, des Kalinyago, j'ai vu qu'il y avait forcément un lien puisqu'on est Mmh. aussi les seuls à avoir des formes un peu arrondies. Et du coup, pour moi, le peuple Kalenja a aussi sa propre forme géométrique et un peu sa propre histoire de navigateur. Et c'est un peuple qui est encore très riche en ce moment. On est, je crois, l'une des dernières nations à faire vivre sa culture. Donc on garde beaucoup de traditions et de coutumes, très difficilement, parce qu'il n'y a aucune procédure juridique qui protège nos traditions et nos coutumes. Mais on fait ce travail-là de revalorisation. La langue se perd de plus en plus. Moi, par exemple, je ne parle pas le kalinja. Tu C'est mon plus grand comprends? regret. Je comprends à demi-mot, D'accord. mais c'est mon plus grand regret. Mais il y a plein d'initiatives qui sont mises en place par les linguistes kalinjiens pour que les enfants puissent continuer à parler. Mais voilà, on est, je crois, à peu près 3000 ou 4000 kalinjiens encore aujourd'hui. Sans compter les métis. Mmh. Mais il y en a plein, en tout cas il y a quand même pas mal de métissage qui enrichissent encore plus forcément la culture mais en tout cas, voilà, mon peuple, c'est un peu ça. Tu parles un petit peu de tradition et de coutumes que vous perdez. Est-ce que tu aurais un exemple à nous donner d'une tradition, une coutume qui j'imagine qu'elles vous tiennent tous à cœur, mais si on a une un petit peu qui est plus connue? Moi, je parlerais du maraquet. Le maraquet, c'est la cérémonie de passation de l'enfance à l'âge adulte, que moi, je n'ai pas fait, mais ma grande sœur l'a fait. Je crois que c'est l'une des rares de sa génération qui l'ait fait et la cérémonie consiste, à isoler la jeune fille lors de ses premières règles, pendant tout le temps, de ses règles et une fois que ses règles sont terminées, tout en sachant qu'elle a suivi un régime bien strict pendant ses jours de règles, Mmh. une fois que ses règles sont terminées, elle passe une grande cérémonie qui se compose de 3 étapes. La première étape, il me semble que c'est, jongler avec des cotons, enflammés. Donc en fait, on a un grand panier, un peu de cette taille-là, qui sont remplis de petits bouts de coton et on les enflamme et la jeune fille est censée jongler avec ces boules de feu jusqu'à ce que la flamme soit droite. Je n'ai jamais vu ça de ma vie malheureusement et j'aurais voulu voir Mmh. ma sœur me racontait qu'on n'avait pas filmé sa cérémonie, mais qu'elle, en fait, le but, c'est vraiment de renforcer les paumes de la main pour pouvoir travailler ensuite, D'accord. que ce soit à la terre ou même en cuisine, puisque lorsqu'on fait le alépa, quand on fait le couac et cetera, qui sont des aliments de première nécessité chez nous, les femmes travaillent, vraiment sur Directement à la la plaque main. avec la main, très chaude et Mmh. cetera. Et ensuite la deuxième étape, c'est la fourmi OK. qu'on appelle yuku chez nous
et c'est une fourmi un peu de cette taille-là, elle est très, très grosse Ah ouais. et que c'est à l'époque, c'était le Pouyaï, le chaman qui allait aller chercher ces fourmis et qui faisait, tout son rituel autour de ces fourmis et le but, c'est de se faire piquer, sur les poignets, les chevilles et le dos. Donc ma sœur l'a passé et la troisième étape et la toute dernière, c'est, le kachiri. En fait, c'est la bière traditionnelle à base de manioc et on boit ce kachiri jusqu'à en vomir et en fait, le but, c'est vraiment de purifier ton corps. C'est comme un sorte de c'est vraiment c'est une sorte de détox, on va dire Mmh. et c'est vraiment pour te purifier et toute cette cérémonie est censée te renforcer tant spirituellement, Mmh. mais aussi physiquement Mmh. et moi, j'ai pas pu faire cette cérémonie parce que mon père ne voulait pas, n'étant pas non plus de la même. Vu qu'il est brésilien? C'est ça, Mmh. il voulait pas, donc en fait, je ne l'ai pas fait, mais j'ai pu à 17 ans faire la cérémonie du yuku. Donc en fait, je me suis fait piquer par les fourmis sur les poignets, le dos et les chevilles et ça, j'étais très contente de le faire. Ça a sa douleur, mais j'étais très contente de la faire et je le referai sans hésiter et ma sœur, de ce qu'elle en ressort, en tout cas de cette expérience, c'est que ça l'a énormément changée et on voit un peu la différence. Ma sœur, c'est quelqu'un de c'est une personne très forte, très organisée, très investie, très responsable, et c'est contrairement à moi qui suis Mmh. organisée, mais pas très organisée. Bon, après j'ai une âme d'artiste aussi, donc bon, je sais pas si c'est ça, mais c'est un peu ça et je pense que cette cérémonie, au-delà du fait que bon, elle a tous ses aspects, tous les parents ne sont pas forcément d'accord pour faire Mmh. passer cette cérémonie, mais moi, j'aimerais bien que mes enfants puissent le faire pour l'expérience et puis surtout, je pense que si cette coutume, elle a été mise en place, ce n'est pas pour rien. Mmh. On peut l'adoucir si possible, mais moi, je trouve que ça me paraît nécessaire, surtout aujourd'hui quand on voit que la culture qui est censée être, la colonne vertébrale de beaucoup de personnes, là, en perdant peut-être plusieurs coutumes. Mmh. Finalement, est-ce que ça crée pas un déséquilibre en plus? Nous, on garde encore beaucoup nos cérémonies de deuil, mais ce sont des deuils aussi qui évoluent et qui varient selon les familles. C'est des cérémonies qui sont un peu démantelées d'une certaine manière pour pouvoir aussi s'adapter aux réalités de territoire et à plein de choses et par exemple, les cérémonies de deuil, je serais quand même assez triste de devoir, en faire une différente que celle qu'on a fait pour mon grand-père ou pour d'autres personnes que j'ai pu voir. Aujourd'hui, quand j'ai perdu un de mes oncles qui est décédé dans le sud de la France, il y a quelque temps de ça, j'étais quand même assez triste parce qu'aucune des femmes de ma famille, en tout cas qui étaient présentes, ne savait chanter le kalawashi. En fait, le kalawashi, c'est un instrument que seules les femmes jouent et qui permettent en fait d'accompagner l'âme vers l'au-delà. Et j'étais quand même assez triste de ne pas savoir maîtriser non plus, soit des chants ou l'instrument, parce que je me dis: «On aurait très bien pu aussi l'accompagner». Donc du coup, il a pas eu Mmh. droit à ça, donc il aura peut-être droit plus tard dans une cérémonie qu'on fera en Guyane. Mais ce sont des choses qui se perdent petit à petit Mmh. et que moi j'aimerais pouvoir réussir à garder, mais après au vu des chocs des sociétés, c'est quand même assez compliqué, mais c'est ce genre de cérémonies qui forcément vont finir par évoluer au bout d'un moment. Donc j'essaie d'accepter, mais en même temps, c'est très compliqué. Bah, c'est compliqué de se dire que ça bouge et forcément, enfin, si on continue avec, bah, justement, comme tu parlais de métissage, l'ouverture et cetera, ça peut être voué aussi un peu à se perdre à un moment donné. Est-ce que Ouais. tu penses que c'est un peu aussi une de tes peurs et que c'est pour ça que tu voudrais garder ça un peu intact? Ben, je suis un peu tiraillée parce que je sais très bien qu'on ne pourra jamais garder une tradition intacte, ça c'est sûr et certain. Mais on peut peut-être tout faire pour qu'elle puisse revivre. Enfin, je suis un peu tiraillée parce que moi, je sais que je tiens ce discours parce que je n'ai pas baigné véritablement dedans. Moi, j'ai grandi dans une école, adventiste privée. On m'a inscrite là-bas pour la qualité de l'enseignement. Mmh. Donc en fait, je n'ai pas baigné dans une culture. J'ai grandi dans un village, j'ai grandi avec mes cousins, avec mes cousines et cetera, mais je n'ai pas baigné dans cette culture-là. Et donc je sais qu'aujourd'hui, en tout cas dès que je suis rentrée au collège, en collège public, je sais que là, j'avais une soif de ma culture et donc j'ai appris, appris, appris sur le tas à partir Mmh. d'écrits, à partir de récits, à partir, de questions-réponses avec ma grand-mère, ma mère et cetera. Et même dans ce schéma un peu de réappropriation, ma mère aussi, elle a réappris sa culture d'une certaine manière. Ma mère aujourd'hui, par exemple, elle fait
Elle fait des tenues traditionnelles, elle file le coton, des choses que je l'avais jamais vu faire quand j'étais petite et maintenant elle le fait tout le temps. Elle récolte, elle travaille sur des plantes médicinales. Il y a une transmission qui s'est recréée entre ma mère et ma grand-mère. Hem, donc moi je pense que le fait d'avoir cette soif de cette culture et un peu de la protéger aussi très jalousement parce qu'il y a des choses que je ne veux pas partager, Mmh. alors que je sais que ça doit faire partie du process, tu vois? Mais heu, mais je sais que j'ai cette soif pour ça, parce que j'ai pas grandi, que quelque chose me manque. Mmh. Mais je sais aussi que je ne pourrai jamais véritablement les pratiquer. En tout cas, peut-être tant que je suis à Paris, je ne pourrai pas. Et il y a énormément de règles que je dois suivre aussi quand je suis en Guyane, mais que je peux pas le suivre à Paris, que ce soit aussi pendant ma période. Il y a des choses que je dois pas faire, mais que je fais quand même, puisque je suis toute Mmh. seule à la maison. Mmh. Enfin, il y a plein de choses qui sont en fait, on est fait de tiraillements, je trouve, que ce soit autochtone ou ultramarin. Je pense qu'il y a plein de choses qu'on aimerait faire dans l'Hexagone, mais qu'on peut pas faire. Mais moi, j'essaye d'accepter le fait que ce que j'apprends aujourd'hui, avec toute la radicalité que je veux et que je mets en place, peut-être que ça va pas perdurer, puis j'aurai des enfants plus tard. Est-ce que mes enfants voudront être plus Kalinia, plutôt être, plus vers l'origine de leur père? Ou il y a des questionnements. En fait, on n'a pas le contrôle sur tout, mais je sais que moi, je fais ce travail, en tout cas, de réappropriation et que je vais aller un peu, jusqu'au bout, quoi. Je pense que je vais tout faire pour qu'en fait, je tâte un peu le terrain pour que tout le monde puisse. C'est comme mon neveu, avec ma mère et mes sœurs, on a décidé de couper le cycle et mon neveu parlera kalinia. Nous, on parle pas le kalinia, mais lui, il parlera kalinia. C'est un Mmh. on après si lui, il veut transmettre à ses enfants, ce sera à lui de décider, mais nous, il faut qu'on donne tous les éléments aujourd'hui pour que plus tard, ils puissent, Qu'ils puissent avoir le choix et que ce c'est soit pas ça, une exact, contrainte, après. exactement. Et donc ça vient au collège, cette soif un petit peu de vouloir découvrir et cetera, Oui, ton parce origine. oui, parce que j'arrive au collège, déjà en école adventiste, c'était de la prière tous les vendredis, c'était vraiment une éducation assez. Bon, j'ai vécu mes meilleures années d'enfance, c'était bien, Mmh. mais on pouvait parler que français, on pouvait pas parler d'autres langues. Donc en fait, même les langues que j'entendais à la maison, que ce soit le Kalinia, ou que ce soit le Saranatongo ou même le portugais, puisque même mon père, il était un peu dans ce même système. Il m'a jamais parlé ni portugais, c'est moi qui l'ai appris toute seule. Ma mère ne m'a jamais parlé Kalinia non plus. Donc en fait, j'entendais des langues, mais je les entendais au quotidien, H24, 7 jours sur 7 au collège. Mmh. Puisque là, c'est public, on n'a pas les mêmes règles Ouais. strictes que dans le Ouais. privé. Mmh. Et donc, en fait, je suis rentrée au collège avec des couleurs, des sons, Ouais. c'est là que j'ai commencé à apprendre, mais avec beaucoup de distance, parce qu'en fait, je savais pas véritablement si c'était pour moi ou en fait, Mmh. je savais pas. Ma place, elle était complètement fracassée, là, je savais Mmh. pas du tout. Mais c'est surtout au moment où je rentre au collège que ma mère commence à m'emmener dans les cérémonies traditionnelles. Alors je pense qu'elle m'a jamais emmenée avant parce que j'étais beaucoup trop petite, mais là elle m'emmène et puis j'avais la capacité aussi de tenir, plusieurs heures dans la nuit, parce que Mmh. les cérémonies sont très longues et durent Ouais. plusieurs jours, jour et nuit. Donc je pense que là, elle a commencé à m'emmener parce que j'avais les capacités et moi, ben, j'étais curieuse, je voulais savoir, je voyais les femmes dessinées sur les corps, je voulais savoir ce que ça voulait dire. Mmh. Et comme je parle pas kalinia, je faisais ma mère être interprète pour moi, je Mmh. voulais savoir. Mais ma mère n'avait pas, je pense, à ce moment-là, cette même curiosité qu'elle a aujourd'hui. Donc en fait, c'était, tu me poses des questions, mais je vais pas aller plus loin dans les réponses. Et puis un jour, j'ai un petit déclic, parce que je pense que chaque jeune est passé par une crise identitaire, je pense. Et moi, c'est allé beaucoup plus loin que ça, c'est allé vraiment dans mes émotions et je me suis demandé pourquoi j'avais ce petit mal-être, qui n'était pas justifié pour moi parce que j'ai toujours bien vécu et j'ai eu un environnement familial formidable et etc. Mais j'avais quand même ce petit pincement au cœur parfois, par moment. Et je suis tombée un jour sur un reportage des jeunes autochtones de l'intérieur qui, vivaient, il y avait un phénomène du suicide des jeunes amérindiens qui prenait beaucoup, beaucoup de place dans la société et dans leur vie et j'ai fait des recherches sur le mal-être des jeunes autochtones. Alors j'ai pas du tout la même vie qu'eux, vraiment pas, Mmh. mais
Les questions d'éducation, de jeunesse, des réalités de territoire, j'ai commencé à m'immiscer dedans vraiment à partir de 13-14 ans, très, très jeune. Et là, quand j'ai fait mon exposition l'année dernière, je suis retombée sur, des écrits de moi très jeune, à 13-14 ans, sur ces recherches-là et qu'après j'en ai retrouvé à 17 ans, où en fait je me suis rendu compte que c'était très tôt que je m'intéressais à ces questions-là. Puis c'était une manière aussi pour moi de m'auto-guérir toute Mmh. seule Mmh. et c'est pour ça que cet engagement, il est resté jusqu'à aujourd'hui sur les jeunes, leur bien-être, la santé mentale et cetera. Mais c'est vrai que sur la question des à ce moment-là, bah, non seulement je me pose des questions sur les questions un peu politiques et un peu, sociétales, mais ça va forcément avec la réappropriation culturelle, puisque le fait d'apprendre les symboles, ça m'a permis de réapprendre ma culture, et de réapprendre encore, plein d'autres choses. Moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le tatouer me plaît énormément et ça continue aussi dans ma démarche artistique. Mais ouais, à partir de 13-14 ans, et puis c'est là aussi que j'ai mon premier amour avec, les arts plastiques et ça, je me souviendrai toujours de mon prof d'art plastique en 5e qui voit en moi un gros potentiel et qui fait tout pour que je parte en école d'art. Ça marche pas parce que c'était trop jeune pour partir. Parce que je crois qu'il y avait un collège ou un lycée à Lyon qui faisait une filière. Non, c'était trop tôt pour moi et ça, j'oublierai jamais puisque ça m'a aussi permis d'extérioriser pas mal de choses et du coup, c'est ce qui m'a emmenée un peu à aujourd'hui, quoi. Voilà. Donc tu dirais, c'est, le fait de découvrir ta culture qui t'a fait, aimer l'art plastique? Enfin, c'était un peu ta manière justement de réapproprier ça ou même sans te rapprocher de ta culture, tu aurais quand même été une artiste? Non, je pense que s'il y avait pas ma culture, j'aurais pas été artiste. OK. Je pense sincèrement que j'aurais pas été artiste parce que en tout cas dans mon travail actuel, j'ai pas d'autre inspiration que ma culture. Mais ma culture, mais ça inclut aussi, toutes les autres cultures guyanaises qui existent et parce que ça fait toute une histoire. Donc en fait, dans mon travail, je vais travailler sur beaucoup de choses. Alors, c'est vrai que l'élément principal de mes réflexions, c'est la culture Kalinia parce qu'il y a Mmh. plein de sujets et de réflexions qui me questionnent, que ce soit sur, pourquoi j'ai perdu ma culture et puis pourquoi je suis Kalinia et pourquoi j'ai pas appris ma langue, pourquoi j'ai pas baigné dedans très vite. Moi, j'aurais voulu vivre. J'ai des souvenirs avec ma grand-mère d'aller à la bâtie, d'aller faire de l'agriculture. J'ai des petits souvenirs très vagues, mais ça s'est fini très tôt. Mais j'aurais voulu, dans un autre monde, avoir baigné dedans très, très jeune. Et je pense qu'en vrai, si j'avais pas ça, parce que c'est ma première source d'inspiration, j'aurais pas pu être artiste. J'aurais fait quelque chose d'autre, je pense, Ouais. mais comme c'est ma première source, je peux pas faire l'un sans l'autre. Mais au-delà de ça, dans toute ma démarche, je fais beaucoup de recherches, anthropo, ethno, historique. Enfin, je nourris mes réflexions, j'écris beaucoup, 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 beaucoup. Et tout revient toujours à la Guyane, c'est toujours le centre, de tout et depuis quelque temps aussi, ça va un peu vers le Brésil maintenant. Bon, je pense pour des raisons un peu évidentes Oui. par rapport à mon père, Ouais. mais du coup ça fait un je pars pas loin en fait et Mmh. ça va dans toutes mes pratiques. Et donc, tu as un vrai, donc esprit artistique. Comment est-ce que justement, tu t'exprimes? Est-ce que c'est plus tu parlais un peu de tatouage, est-ce qu'il y a des dessins, des sculptures, autre chose? Alors moi je suis plutôt peinture. Alors je travaille sur toile. Je travaille sur toile, sur des grands formats la plupart du temps. Je travaille sur les symboles Kalinia, avec une démarche aussi de vouloir les déformer, de faire des dérivés de ces symboles pour les protéger au maximum, De montrer sans vraiment le d'appropriation montrer, culturelle. ouais, je Mais vois. je travaille en tout cas sur toute la question géométrique des symboles et je travaille aussi sur l'artisanat. Ça fait maintenant 2 ans que je travaille sur la perlerie traditionnelle, qui a aussi son histoire dans les da sur, con qui a aussi son histoire concernant les peuples autochtones Mmh. et en fait, c'est quand il y a eu la colonisation, il y a eu des échanges entre les Européens et les peuples autochtones. Donc eux, ils cherchaient de l'or
Mais du coup, ils nous refilaient aussi des perles, de l'alcool, Mmh. des verres, des machettes, etc. Et du coup, les femmes autochtones se sont réappropriées les perles et maintenant en font vraiment leur artisanat, en plus des graines, et en font des colliers, un peu ce qu'on connaît aujourd'hui. Et du coup, moi, dans mon travail artistique, je suis restée bloquée sur le fait que la peinture ne me permettait plus d'exprimer ce que je voulais. Je voulais vraiment du relief et donner un autre aspect à mon travail. Et forcément, ça passait par de l'artisanat, ce qui m'a aussi permis de réapprendre beaucoup de choses. Moi, mon grand-père, c'était un très grand vannier, très respecté. Donc, il faisait des vanneries, plein de petits paniers. Vraiment, il avait une minutie dans son travail qui m'a toujours interpellée et impressionnée. Et moi, j'ai grandi en le voyant faire de la vannerie. Et la vannerie, c'est un savoir-faire qui est masculin. Donc, en fait, j'ai jamais pu apprendre. Et 1 an avant qu'il décède, j'ai commencé à apprendre la vannerie avec mon yaya, mon grand frère, et qui m'a appris la vannerie. Donc j'ai appris ça, je l'ai incorporé dans mon travail aussi. Mon grand-père était content, voilà. Donc j'étais très contente de l'avoir fait, mais C'est pas simple. c'est pas simple, c'est pas pour moi. Et du coup, je suis partie vers la poterie. J'ai un peu testé tout ce que je pouvais tester. Et la perlerie est devenue un peu mon... Alors, je dirais pas que c'est un art de prédilection parce qu'il y a encore beaucoup de choses que je dois apprendre, mais c'est un art qui, paradoxalement, me détend et je l'ai inclus dans mon travail. D'abord pour son histoire, mais aussi parce que c'était aussi pour rendre hommage aux perlières aujourd'hui qui font un travail phénoménal, qui nous font des œuvres d'art, parce que pour moi, ce ne sont pas des bijoux, ce sont des œuvres d'art complètement. Et donc, du coup, je le mets dans mon travail au-delà de la peinture, des couleurs et puis d'autres aspects. Et j'y inclus aussi un peu de textile qui rappelle aussi ma mère. Et du coup, pour la petite anecdote, c'est assez drôle parce que j'ai jamais voulu faire de la couture. Ma mère, elle a une couturière, j'ai jamais voulu faire de la couture. Et un jour, je me suis retrouvée à acheter des aiguilles, du fil, d'haleine. Elle a tout. réagi comment ta maman? Et je lui ai dit, maman, tu te rends compte que elle m'a dit, oui, bah, tu vois, je t'avais dit d'apprendre. Et du coup, je me retrouve un peu dans les mêmes gestes maintenant que mes tantes qui font de la perlerie et ma mère Ouais. qui fait de la couture. Et donc, du coup, toutes ces œuvres-là, elles ont une histoire un peu reliée forcément des membres de ma Mmh. famille. Et donc, du coup, voilà. J'aimerais beaucoup plus tard faire de l'artisanat pur et dur. J'aimerais beaucoup travailler sur le bois, faire de la sculpture en bois. J'aimerais vraiment tester un peu tous les artisanats, tous les savoir-faire traditionnels qu'on a en Guyane. Mais ça, je sais que je le ferai quand je rentrerai en Guyane parce que la difficulté quand on est à Paris, à 8 000 km, c'est qu'on n'a pas tout à portée de main. Mmh. Et moi, j'ai aussi une difficulté à ne pas pouvoir produire comme j'en ai envie maintenant, quand je suis loin de chez moi. Donc, je Oui. sais qu'une fois que j'aurai terminé avec les Beaux-Arts de Paris, même si ça a été l'une des plus belles années de ma vie, je sais qu'en Guyane, ça va, en tout cas dans ma démarche artistique, beaucoup plus Tu évoluer et vas être t'épanouir un peu plus, un peu plus, ouais. et pour bah, justement, en parlant un petit peu de ton parcours artistique, parce que tu as fait donc les beaux-arts, où tu es en train de finir les Ouais, beaux-arts. je suis en 5e année aux Beaux-Arts de Paris. J'y suis rentrée en 2020, enfin année scolaire 2020-2021, je crois. D'accord. J'ai d'abord été en 2018 à Toulouse, j'ai fait une prépa artistique là-bas, qui ne s'est pas très bien passée parce que j'étais trop autochtone pour eux. En tout cas, dans mon travail artistique, j'étais beaucoup trop autochtone. Ce qui fait que quand j'ai voulu passer le concours des Beaux-Arts de Paris, on m'a dissuadée de le faire. Ça a marché puisque je ne l'ai pas fait. C'était tes professeurs qui t'ont dit ça? De pas le Exact, faire c'était des professeurs qui m'avaient dit ça. Ok. Et je me sentais pas comprise pendant cette année scolaire, j'avoue. Et donc, j'ai pas fini ma prépa. J'ai quand même passé 2-3 petits concours qui n'ont pas marché. Mmh. Mais ça s'est tellement mal passé parce que c'était aussi la première fois que je quittais mon pays. Le mal du pays, c'est dur. Et en plus, on te dit ça, donc Et en plus, on me dit ouais. ça. Et puis, j'étais loin de ma mère, mon père. J'étais vraiment... J'avais mes sœurs, mais non, cette année-là c'était... Du coup, j'ai fait une sorte de mini dépression à la suite de ça. Je suis rentrée en Guyane, j'en pouvais plus. Je suis rentrée, j'ai travaillé. Et puis un jour, on est en plein Covid et je me dis, j'ai quand même envie de tester. Ça fait 2 ans que j'ai pas peint.
je veux peindre encore, je vais tester une école d'art et il fallait que je choisisse une école d'art parce que j'avais pas assez de moyens pour me payer tous les concours et donc j'ai misé sur l'école des beaux-arts de Paris. Ça revenait aussi à mon expérience de Toulouse où je voulais les beaux-arts et On t'avait dit non. on m'avait dit non et du coup je me suis Mm. dit bon ben j'envoie ma candidature avec le même portfolio que la prépa, avec tout mon travail artistique depuis 2016 à 2019 et j'envoie mon dossier, je passe le concours et je reçois le mail d'admissibilité. Après j'ai mon entretien d'admission et je suis prise. Je suis prise et je suis très contente. Ouais. Je suis très contente, je suis très contente. Je suis un peu tiraillée aussi par ma vie d'avant où j'avais un travail, j'appréhendais de partir aussi. Je voulais Tu t'y attendais ou... pas du tout, vraiment pas, je m'y attendais pas du tout. Et dernière minute, je me dis non, c'est quand même l'école que je voulais il y a 2 ans. C'est une école où je crois, on a une admission de 100 et quelques élèves par an, je crois, sur des milliers de candidatures. Je me dis non, en vrai, C'est j'y chance. vais. Du coup, je pars à la dernière minute à Paris et je me retrouve sur ces 5 années, parce que là, c'est ma dernière année, dans 2 ateliers, l'atelier Jamel Tata et l'atelier Stéphane Caillet dans lequel je suis maintenant. 2 chefs d'atelier vraiment génialissimes, vraiment qui m'ont accompagnée tout au long de ces années dans ma démarche et avec qui j'ai toujours eu un rapport un peu paternel, vraiment familiaux et avec en fait c'est vraiment le seul endroit, autant la maison jusqu'aux Beaux-Arts, c'est un enfer le trajet. Autant quand j'arrive aux Beaux-Arts, c'est vraiment ma safe place pour le coup. Et ça a été une safe place tant au niveau psychologique qu'au niveau artistique, où là, il n'y a eu aucun jugement, ou au contraire, On te laisse on m'a t'exprimer. poussé, on m'a poussé, on m'a poussé, on m'a poussé. Et on m'a accompagnée, on m'a guidée. Et du coup, voilà, les Beaux-Arts de Paris. Je suis très contente d'avoir intégré cette école et j'espère plus tard faire un peu plus au niveau artistique et culturel, mais cette fois-ci en Guyane. C'est en Guyane que j'aimerais mettre en place le plus de projets. Ouais, c'est en Guyane. Et t'as aimé ton séjour ici? Là, il touche à sa fin, donc tu pars bientôt, mais t'as aimé ce... Le premier était pas facile, le deuxième, t'étais un petit peu déjà acclimatée, donc c'était mieux. J'ai aimé Paris. Je pense que ce qui est compliqué, ce qui a été difficile pour moi à Paris, c'est plutôt le mode de vie qui est très rush. Alors que moi, j'ai connu tout ce qui est simple, tout ce qui est un peu slow, un peu On prend le tranquille, temps, ouais. ouais. Non, là, c'est très rush, très, très rush. Le climat, dur, hein. Mm. Le climat, c'est très froid. Mais je pense que c'est ce qui a été le plus compliqué. Et puis, le mal du pays aussi a quand même été extrêmement présent. Là, j'ai eu la chance l'année dernière de faire un stage en Guyane dans le cadre de ma 4e année. Et j'ai pu rester, en fait, j'ai pu rester 9 mois carrément. J'ai fait Ah toute l'année en Guyane, oui, donc j'ai c'est pu. bien ça. Et quand on sait que quand on reste aussi longtemps chez soi, qu'on repart et qu'on sait que c'est bientôt la fin, le mal du pays, il est encore pire. Ah ouais, moi Ouais. j'aurais dit l'inverse. Ben, moi, je suis rentrée, j'ai pu retourner pour les vacances de Noël. Après, j'ai pu retourner pour les élections municipales. Mais plus tu retournes, en fait, pour moi, plus c'est dur. Là, j'ai juste hâte de finir. Oui, parce que les jours, peut-être, ils te paraissent plus Ouais, il longs me et paraît suffisant, c'est ça. Mm. Mais je suis quand même assez satisfaite de mon séjour à Paris, même si ça a été compliqué. Mais comme je disais, mes meilleurs souvenirs, c'est les Beaux-Arts de Paris. En vrai. Bon, tu regrettes pas d'être venue alors. Pas du tout. Pas du tout. Et ton parcours politique, parce qu'il y a un autre parcours en plus, Ouais, en un parallèle, parcours ouais. politique. Oui. Dis-moi, quand est-ce qu'il commence? Pourquoi est-ce que tu as voulu te lancer dans la politique aussi? Alors, mon parcours politique plus militant a commencé en 2017 parce qu'il y a eu les mouvements sociaux de 2017 en Guyane qui ont bloqué le pays pendant plus d'1 mois. Ça, je me souviens même pas, mais ça a été franchement une grande expérience, je t'avoue. J'avais d'abord commencé en tant que représentante du collectif Les Lumineux.
C'est vrai que j'ai beaucoup oublié cette partie, mais en fait, ça a été mon premier engagement véritablement politique, puisqu'on avait créé un collectif avec des camarades, un mouvement lycéen de l'Ouest qu'on a appelé les Lumineux. Et c'est parce que je venais du lycée Lumina Sophie, donc D'accord. Lumina, Lumineux. Mmh. Et on avait inclus dedans plein d'autres mouvements un peu lycéens. Du coup, il y a eu un gros mouvement lycéen qui s'est créé. Je me souviens, on avait fait une grande réunion à l'Office du tourisme. On avait écrit nos revendications. Et un jour, on a fait une grande marche un peu où on allait dans tous les points de blocage à Saint-Laurent et où on a présenté nos revendications aux personnes qui étaient là. Et on a eu du soutien. Et donc, c'était là, parce que j'étais aussi déléguée des délégués. Enfin, vraiment, juste avant ça, j'étais plein de choses, j'avais plein d'étiquettes. Et forcément, c'était la suite logique de nos revendications qu'on portait déjà en interne Mmh. et au rectorat. Et puis là, c'était un peu la suite logique. On avait eu notre porte-parole qui partait aussi à Cayenne nous défendre. Vraiment, c'était vraiment une organisation de fou malade. Mais en 2017 aussi, c'est le moment où il y a eu le mouvement autochtone de Guyane qui s'est restructuré, qui a voulu faire partie des discussions. Et donc à ce moment-là, j'intègre la jeunesse autochtone de Guyane, qui est un mouvement de jeunes militants autochtones en Guyane. Et je l'intègre à ce moment-là. Donc je participe. Ma première prise de parole politique se fait pendant le Rassemblement des peuples autochtones. Je crois que c'était en avril 2017. OK. Et du coup, c'est un grand rassemblement. Il y avait vraiment tout le monde, toutes les 6 nations qui sont venues pour pouvoir écrire leurs revendications et leur direction politique. Et moi, ma première prise de parole, je me souviens, c'était on avait un panel sur la transmission de la langue. Ils se posaient la question de est-ce qu'il faut transmettre la langue ou pas. Et moi, je leur ai dit oui. Moi, je la parle pas, la langue Mmh. kalinia, et c'est mon plus grand désespoir. Moi, j'aurais voulu comprendre ce que vous me dites, j'aurais voulu comprendre ce que mes anciens, mes aînés me disent, et je comprends pas, il faut. La langue est belle, elle est importante, et ne vous posez pas cette question-là. Parlez-nous en kalinien. J'avais aussi parlé d'éducation des jeunes enfants à partir de ce que j'avais lu. Et puis là, première fois que je vois un peu tout le monde, donc j'apprends aussi, tu vois. Mmh. Et je me souviens, toute petite, 17 ans à l'époque, à la table de toutes les organisations autochtones que je voyais, que j'admirais aussi, parce que je voyais leur parcours à chacun, les chefs coutumiers, les représentants politiques. Franchement, c'était franchement un moment assez impressionnant où on sentait une grande solidarité. Mmh. Et donc j'intègre la jeunesse autochtone à partir de là. Grande expérience pendant 8 ans. Beaucoup de conférences, beaucoup de rencontres avec beaucoup de politiciens, beaucoup de chefs d'État. J'ai pu rencontrer, je me souviens à l'époque, j'avais rencontré le cacique Raoni, j'avais rencontré des grands militants. Franchement, on était un grand collectif et chacun avait ses petites conférences. Et voilà, et moi je suis devenue porte-parole, donc c'était moi qu'on voyait le plus. Mais derrière, il y avait aussi pas mal de membres qui faisaient aussi pas mal de choses. Et puis je continue jusqu'à début 2025 où je quitte la jeunesse autochtone de Guyane pour me consacrer à mes projets. Et puis juste avant, en juin 2024, j'ai été élue avec le député Davy Riemann. Moi, je suis actuellement sa suppléante, Mmh. toujours. Donc, je travaille avec lui de temps en temps, mais Mais c'est plus dans l'ombre, du coup. plus dans l'ombre. Et puis, plus dans l'ombre, parce que de toute façon, au-delà d'être le député, c'est aussi un ami. Donc, on garde Mmh. on garde le contact. Mais plus dans l'ombre, effectivement, parce que l'élection arrive aussi à un moment de ma vie où je perds mon grand-père. Donc c'est le moment aussi, il faut se reposer. Donc j'enchaîne quand même sur plein d'autres engagements. Je me suis engagée sur la lutte du village Prospérité contre l'emplacement de l'actuelle centrale électrique de l'Ouest guyanais. Je me suis engagée dessus. Je suis aussi depuis 2025. Je fais partie d'une association qui s'appelle l'association Effet Morpho, qui accompagne les jeunes autochtones
qui quittent leur village de l'intérieur pour, étudier, sur le littoral, donc au lycée. Donc voilà, j'ai un peu toutes ces casquettes-là, mais ça a été des expériences, en tout cas, ce sont encore des expériences qui enrichissent tout mon travail artistique et politique aussi parce que ça me permet aussi, avec toutes ces étiquettes qui sont très différentes, parce que moi, je suis Mmh. passée d'une militante à une «élue» entre guillemets, en tout cas qui voit aussi les choses sous un autre point de vue. Mmh. Et on voit des réalités qui sont tout autres. Donc ça me permet aussi de voir un peu comment les choses se passent et mais j'avoue que c'est pas souvent drôle, hein. C'est pas souvent drôle. Donc pour en faire juste une petite aparté, sur ton parcours, justement de porte-parole, de personnalité politique, tu as eu, comme tu l'évoquais un peu tout à l'heure, la chance d'aller représenter un petit peu ton peuple, justement en 2024 quand tu es partie à New York, pour le Forum permanent des Nations unies. Comment tu l'as vécu? Qu'est-ce que déjà ça signifiait pour toi d'aller là-bas, de pouvoir, représenter ton peuple? Déjà, alors moi, en plus, je l'ai pris avec beaucoup d'investissement. Je l'ai pris avec beaucoup d'investissement et beaucoup d'engagement. J'ai vraiment voulu faire de ma participation à ces instances, un sorte de faisceau lumineux, vraiment. Mettre vraiment la lumière sur ce qui se passe en Guyane et puis ce qui est Mmh. assez particulier quand tu vas aux Nations unies en tant que Guyanais, les gens ne savent pas placer la Guyane. Les gens ne savent pas placer la Guyane, ils font beaucoup l'amalgame avec le Guyana. C'est pour ça que dans mes discours, je dis, «Je viens de Guyane française», Ne pas confondre. à ne pas confondre avec le Guyana. Ça, je le dis beaucoup parce que les gens ne comprennent pas. Et quand j'ai fait ma formation en 2023 à Genève, les gens ne comprenaient pas pourquoi la Guyane n'était pas indépendante, par exemple. Parce que c'est le seul pays en Amérique du Sud qui n'est pas indépendant. Mmh. Et les gens ne comprenaient pas. Donc j'ai dû expliquer l'histoire, mais pour eux, c'est invraisemblable que un grand pays, une puissance ait encore des colonies, autre part. Enfin, pour eux, c'était pas logique. Donc ça m'a réconfortée, oui, c'est vrai, c'est pas logique, mais c'est vrai qu'il a fallu que j'explique perpétuellement ce qu'était la Guyane et ce qu'elle nous représentait aujourd'hui pour la France, pour l'histoire en général, pour le monde. Et même ce qui était, quand même assez, pour moi, choquant, c'était que même les pays voisins ne savaient pas forcément ce qu'était la Guyane. Et c'est là qu'on voit que la Guyane, elle est très invisible et très invisibilisée. Et donc du coup, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit: «Non, mais en fait, quand je vais partir aux Nations unies, il faut absolument que les gens placer la Guyane sur la carte au bout d'un moment». Donc j'ai fait, 3 mécanismes aux Nations unies. J'ai fait d'abord le mécanisme d'experts sur les droits des peuples autochtones à Genève. J'ai fait, le forum sur, les entreprises et les droits de l'homme à Genève aussi. Et j'ai fait après à New York, le forum permanent sur, les questions autochtones, dans lesquels j'ai fait tous les discours, que j'ai déjà énoncés sur les enfants, les mômes et l'orpaillage illégal. Mmh. Et au forum sur les entreprises, c'était sur le village prospérité contre l'emplacement de la CEOG. Et j'ai parlé avec toutes les personnes avec qui je pouvais discuter de nos problématiques. Les choses dont je suis fière, quand même, c'est d'avoir réussi en 2023 à Genève au MEDPA, d'avoir fait venir l'ambassadeur de France, Jérôme Bonnafont, qui, j'ai pu rencontrer à 2 reprises et dont j'ai pu aussi, discuter beaucoup avec ses collaborateurs. Il était important pour moi de montrer à la France que la Guyane était présente dans ces mécanismes sur les questions autochtones. Donc j'ai rencontré, on a eu de bons échanges. Ça et du coup, ce qui a fait qu'il est venu faire un discours pour la première fois. Il est venu faire un discours au nom de la France, à ce mécanisme et tout le monde était un peu très surpris et c'était assez drôle comme image parce qu'il était là-bas au camp des pays et puis nous, on était de l'autre côté avec, une autre représentante autochtone qui est Aileen Collant, qui est aussi de mon village et qui est venue faire un discours, sur Prospérité notamment. Et du coup, la France a fait son discours avec plein d'informations un peu erronées, mais au moins, c'était bien, il a fait un Mmh. discours. Et puis nous, on a répondu après avec des discours qu'on a écrits et et on a un peu dénoncé ce qui se passe. Donc c'était assez drôle, on a quand même gardé de bons rapports,
Mais pour moi, c'était important que la France puisse être là et puisse savoir aussi que chaque année, à partir de maintenant, il y aura toujours des représentants autochtones de Guyane qui viendront dans ces mécanismes onusiens. Et à New York, ça a été un peu pareil. J'ai pas pu voir l'ambassadeur de France à New York, mais j'ai pu voir ses collaborateurs. À New York, c'était beaucoup plus grand, parce qu'il y a beaucoup plus de représentants autochtones du monde entier. C'était un autre délire, une autre organisation. Mais c'était bien parce que j'ai pu rencontrer notamment des autochtones du Japon que je n'avais jamais vus et qui me parlaient un peu On a réussi à trouver des similitudes entre la Guyane et leur territoire, la même lutte, c'était quand même assez flagrant. Et moi, ce que j'en ressors des expériences à l'ONU, c'est qu'il faut perpétuellement être présent. Toujours, toujours, toujours. Même si ça reste une administration très lente, on peut faire des discours, on peut rentrer dans les rapports, on peut rentrer dans les discussions, dans les conseils des droits de l'homme, on peut faire énormément de choses. Mais pour moi, que ce soit la question autochtone ou la question des territoires ultramarins, on est très invisible. Et c'est pour ça que je pousse tout le monde à pouvoir être présent dans ces mécanismes. Même si c'est parler, 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 il y a quand même cette portée médiatique et politique qu'il faut faire. Je me suis retrouvée aux Nations Unies à New York dans le mécanisme, on a la possibilité d'aller dans des dialogues interactifs par région. Et du coup, tu as la région Pacifique, tu as la région Amérique latine et caribéen, tu as la région Amérique du Nord et la région Europe de l'Est et plein d'autres. La France est nulle part. Forcément, puisque la France, comme elle ne reconnaît pas les droits des peuples autochtones, elle n'est pas concernée par ces questions autochtones. C'est logique. Elle n'est pas concernée du tout. Donc en fait, elle n'a pas obligation d'être présente. Et donc du coup, je me retrouve à être dans le dialogue interactif Amérique latine et caribéen, mais il y en a beaucoup. Donc j'ai pas pu dire ce que je voulais dire à ce moment-là. Et en plus, quand je suis partie en avril 2024 à New York, c'est au moment où il y avait le vote de la résolution sur la représentation des peuples autochtones dans le cadre de l'évolution statutaire en Guyane. Donc je tombais pile à ce moment-là. Et donc du coup, moi, je voulais parler de ce qui se passait en Guyane aux Nations Unies, mais je passe pas là. Et donc du coup, je me dis, bon, bah, le seul panel qui me reste, c'est l'Europe. Donc je vais en Europe. Je vais à l'Europe, l'Europe de l'Est. Et où du coup, il n'y a pas de traduction en français. Donc il n'y a que anglais. Donc là, je dois parler en anglais. Mais moi, je suis là au bout de 2 semaines à parler anglais. J'en pouvais plus. Donc j'écris mon discours très rapidement. Et je commence mon discours, on me donne la parole, je commence mon discours. Et je dis au président de séance d'où je viens. Et en anglais, je lui dis que je viens de Guyane et que je n'ai pas trouvé d'autres panels où m'exprimer. Que je suis venue ici parce que je suis guyanaise, mais je suis amazonienne, mais je suis aussi française et européenne par le passeport. Et c'est pour ça que je viens là, parce qu'il faut que je parle de ce qui se passe dans mon pays et dont la France est concernée. Et là, on me coupe la parole en me disant mais ce dialogue est exclusivement réservé à l'Europe de l'Est. Donc, si vous voulez parler de vos problématiques, il faut aller dans un autre dialogue. Et là, je leur dis oui, mais c'est injuste parce que nous, en tant qu'autochtones français, entre guillemets, on n'a aucune autre plateforme où s'exprimer. La France, elle est nulle part et je trouve ça injuste que justement vous confortez la France dans cette position-là et vous devrez dire à la France que là, au bout d'un moment, il va falloir faire un truc pour qu'on puisse... Et les gens sont venus me réconforter à la fin, mais j'étais pas fâchée, j'étais juste déçue que on est censé, en tant qu'autochtone, dans ce genre de mécanisme, être dans une safe place et au final, on se retrouve encore face à des murs. Et c'est là qu'on voit aussi l'incapacité de l'ONU de garantir aussi un vrai dialogue de réconciliation ou même même de rendre compte ou de prendre en compte en fait les revendications des trucs. Donc en fait actuellement aux Nations Unies, c'est pour ça que je dis qu'il faut absolument être présent et être visible. C'est parce que plus tu es visible, plus les gens ne pourront pas dire on sait pas. Pareil pour la France aux Nations Unies, plus on parle, plus on dénonce et plus ils pourront pas dire ah on sait pas.
Et là, on le voit aussi quand on voit les autres nations qui siègent aux Nations Unies. Forcément, il y a d'autres représentants autochtones, ils sont obligés de rendre des comptes perpétuellement et c'est pas ce qui se fait en France. Et c'est encore plus compliqué quand la France ne reconnaît pas qu'il y a des peuples autochtones qui existent, et que ce soit en Guyane ou que ce soit en Kanaki ou que ce soit en Polynésie française ou un peu partout. Il y a une vraie absence de reconnaissance de la part de la France dessus. Et beh, c'est un très beau message, je trouve, à communiquer. Non, parce que c'est important justement de faire parler, les peuples qui se sentent et qui sont en vérité, en minorité. Justement pour conclure un petit peu ce podcast, toi, quel serait ton message, que tu voudrais transmettre, à travers ton parcours qui est aussi hyper riche? Qu'est-ce qui est important pour toi de pouvoir transmettre aussi, dans tout ce que tu as fait et dans tout ce que tu vas faire? Je pense que ce qui est le plus important à partir de tout ce que j'ai pu voir et pu vivre, c'est de ne jamais laisser d'autres personnes, même si ces personnes viennent de la même communauté, de jamais laisser les gens remettre en question votre légitimité de parler et votre légitimité d'être ce que vous êtes et ce que vous vous revendiquez être. Déjà, ça, c'est très important. Parce qu'à partir du moment où on sait qui on est, on sait vers quoi on va et on sait pourquoi on fait les choses. Déjà, ça, c'est très important. Ensuite, prendre le temps véritablement de savoir ce que l'on veut faire et comment on veut les faire. Et je dis ça parce que avec le recul, je pense avoir commencé très tôt, malheureusement. J'aurais voulu commencer un peu plus tard, je pense, avec un peu plus de recul, parce qu'il y a une vision aussi qui a évolué au fur et à mesure des Ouais. années, ce qui est normal, et tout le monde n'est pas forcément d'accord avec comment je vois les choses. Mais j'aurais véritablement voulu commencer un peu plus tard, mais les choses se font comme ça et je pense que rien n'arrive par hasard et heu et ne et ne jamais hésiter, je pense, à être visible. Moi, je fais toujours ça fait toujours partie de moi. Je représente la Guyane partout où je vais. Je représente mon histoire partout où je marche et je le revendique et je le représente avec toute la fierté de l'univers et je pense que chaque personne devrait le faire. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, des jeunes ultramarins qui partent ou des personnes qui sont là depuis très, très longtemps, qui ne voient pas la beauté de nos territoires aujourd'hui mais ça, c'est parce qu'il y a un travail qui s'est fait aussi pendant des années pour qu'on dévalorise nos Mmh. territoires. Et moi, je suis pour que chacun puisse dire: «Bah non, bah moi, mon territoire, c'est le plus beau, c'est le plus riche, c'est Mmh. le plus» moi, je suis pour ça. Moi, je veux pas que demain, mes enfants ne soient pas fiers de venir de la Guyane. Moi, je ferai tout pour qu'on en soit fiers. Et donc je pense que je dirais que peu importe les difficultés, peu importe les murs qu'on se prend, ne jamais oublier d'où l'on vient et ne jamais oublier, ce que ce pays a comme histoire et qui nous fait être ce qu'on est aujourd'hui. Je pense que ce serait ça. Super. Merci beaucoup Clarisse pour ce beau témoignage, Merci super beaucoup à inspirant. vous pour l'invitation. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Mon Horizon et on se retrouve très bientôt avec notre nouvel invité.